Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans ce journal. Voici les titres. Ils étaient 300 à Blois, 300 à Tours. Les professions libérales dans la rue aujourd'hui pour dénoncer le projet de réforme des professions réglementées. Les pharmaciens ont constitué le plus gros du cortège. Peu de pharmacies étaient ouvertes. Nous verrons comment a été vécue cette journée du côté des clients. 15 ans de réclusion requis à l'encontre de Kevin Mounier, accusé du meurtre de son voisin. Le verdict est attendu dans la soirée. Et puis une nouvelle Olympia avec pour la première fois Jacques Vincey aux commandes. Le directeur du théâtre présente sa nouvelle création, Yvonne, princesse de Bourgogne. C'est à voir jusqu'au 11 octobre. Nous y étions hier soir. Pharmaciens, dentistes, biologistes, mais aussi les huissiers, les notaires et les juristes, presque tous dans la rue aujourd'hui, à l'appel de l'Union nationale des professions libérales, mot d'ordre contre le projet de réforme des professions réglementées. Ils étaient 300 à défiler ce matin à Blois, 300 cet après-midi à Tours, où les étudiants en pharma se sont joints au mouvement. Grève aujourd'hui très suivie en Indre-et-Loire par les cabinets dentaires, 70% étaient fermés. Du côté des pharmacies, plus de 95% d'officines fermées dans le département. Les pharmaciens qui ont été donc le plus visibles aujourd'hui. On revient sur cette journée de mobilisation avec Audrey Champigny. 10h30 ce matin, ambiance festive à la faculté de pharmacie de Grandmont. Les étudiants manifestent leur soutien aux pharmaciens en grève contre le projet de déréglementation de leur profession. Un projet qui hypothèque leur avenir. Peur pour l'avenir, oui. Pour l'avenir de la profession, mais aussi pour l'avenir plus généralement de la santé publique. 6 années d'études, quoi, vraiment. C'est vraiment important. La santé des gens, c'est pas dans une grande surface, je suis désolée. Mais... Au même moment, à l'autre bout de Tours, ce sont les dentistes qui expriment leur colère face là aussi au projet gouvernemental. Et pour montrer leur mécontentement, 80% des cabinets dentaires d'Indre-et-Loire étaient fermés aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression qu'on change la règle du jeu et que, en effet, oui, tout ce qui est financier, ça nous fait peur, comme au reste des Français. L'idée que tout d'un coup, des gens puissent venir investir avec des capitaux, quels qu'ils soient, ça fait un peu peur. Cette journée d'action constitue une véritable démonstration de force pour toutes les professions libérales et plus particulièrement pour les pharmaciens. On a 3 piliers dans notre profession, c'est le monopole, la répartition démographique et le capital. Ces 3 piliers nous permettent d'être totalement indépendants et de faire une vraie profession de santé. Si on nous supprime un de nos 3 piliers, automatiquement on ne pourra plus être totalement indépendant et donc on ne pourra plus faire notre métier comme il doit être fait dans le respect de la santé du patient. Vers 15h30, le cortège s'ébranle rue Giraudot, puis est rejoint par d'autres professions, notaires, huissiers, biologistes, médecins ou encore dentistes. Le désert juridique. Ce matin, une délégation de dentistes devait être reçue par le préfet. Cet après-midi, c'était au tour des pharmaciens de déposer leurs requêtes. Des pharmacies fermées toute la journée. Comment les clients se sont-ils débrouillés? En Indre-et-Loire, seules 13 pharmacies étaient ouvertes, dont 4 seulement dans l'agglomération Tourangelle. Alors comment cela s'est passé du côté des officines? Eh bien plutôt bien, comme l'a constaté Sabrina Meloult. À jouer les tours ce matin, il fallait sonner pour entrer dans la seule pharmacie de la commune qui avait ouvert ses portes aujourd'hui, réquisitionnée par l'agence régionale de santé. S'il n'y avait pas foule, certains clients sont venus de loin. Et pour la plupart, acheter ces médicaments en grande surface est une hérésie. On n'a pas à aller dans les grandes surfaces, c'est pas leur devoir, hein, moi je trouve, les grandes surfaces. Non, les grandes surfaces, ils ont autre chose à vendre. Hein, que des pharmacies. Non, parce qu'on prend de ce que notre médecin déjà nous donne, prescrit. Je ne veux pas acheter ça ailleurs, moi, parce qu'on peut demander des renseignements, on peut, je sais pas, c'est plus normal de venir dans une pharmacie que d'aller dans un supermarché ou autre. Chacun son métier. Non, si c'est les mêmes médicaments qui sont en vente en grande surface, moi je suis d'accord pour les acheter là-haut. Et puis qu'ils soient moins chers qu'en pharmacie, tout à fait. Oui. Un peu plus loin, à Saint-Pierre-des-Corps ce matin, beaucoup de monde dans cette petite pharmacie. Tout comme à jouer les tours, les pharmaciens se refusent à faire tout commentaire devant les caméras et préfèrent laisser leur syndicat s'exprimer. Et là encore, pour les clients, la pharmacie reste l'unique lieu pour se fournir en médicaments.
Pour moi, une grande surface, c'est à manger, c'est à boire, c'est l'électroménager. Je vois pas ce que des médicaments comme le Doliprane a à faire dans une grande surface. Il y a certains risques pour moi qui n'ont rien à faire dans une grande surface. À Saint-Cyr-sur-Loire, place des Maisons Blanches, il y avait peu de monde ce midi. Au total, 4 pharmacies sur l'Aglo ouvraient leurs portes, 7 en zone rurale. Dans le reste de l'actualité, un homme confondu par son ADN. Un homme de Possé-sur-Cisse qui a été arrêté jeudi dernier pour tentative de viol. Les faits remontent au 13 septembre dernier à l'aube. Il aurait tenté de violer une jeune femme se rendant à son travail. Il était 5 h du matin. C'est un automobiliste passant par là qui a permis d'éviter le viol. Les enquêteurs sont remontés vers l'individu en question grâce au fichier automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. L'enquête se poursuit pour déterminer s'il y a eu d'autres viols dans lesquels il pourrait être impliqué. Dans le Loir-et-Cher, 6 personnes intoxiquées cette nuit à Nouan le Fuselier. Après l'incendie d'un pavillon, le feu s'est déclenché peu avant minuit. Les victimes ont été transportées à l'hôpital de Romorantin. À Tours, deuxième et dernier jour du procès de Kevin Mounier, accusé d'avoir tué en janvier 2012 son voisin parce qu'il faisait trop de bruit. La victime, je vous le rappelle, un étudiant mahorais de 23 ans. 15 ans de réclusion criminelle ont été requis à l'encontre de l'accusé. Un crime gratuit et absurde pour l'avocat général. Le verdict est attendu dans la soirée. Aurélie Renaud. Au terme de cette audience, le frère de la victime est venu à la barre. On a détruit toute une famille. Enlever la vie comme ça sous prétexte qu'on ne sait pas se maîtriser, c'est inexcusable, dit-il. Car dans le box des accusés, Kevin Mounier parle de son manque de contrôle sur lui-même. Quand je suis monté, j'ai cru que mon voisin se moquait de moi. J'ai mal interprété les choses. Puis c'est en pleurs qu'il conclut « Tout ce que je souhaite aujourd'hui, c'est payer ma dette ». À la question de la présidente de la Cour, vouliez-vous détruire cet homme? Non, répond l'accusé. Pourquoi avez-vous choisi des couteaux de boucher? Pour l'impressionner, répond-il. Durant ce procès, la partie civile parle de l'intention de donner la mort, de l'acharnement de Kevin Mounier sur sa victime. Selon Maître Brugière, l'accusé est un homme dangereux. Vous l'avez entendu comme moi dans la salle. Il était déjà sorti avec des couteaux pour menacer des, entre guillemets, branleurs. Et puis, il y a eu une nouvelle agression en pleine maison d'arrêt 1 an et demi après les faits. C'est plutôt effectivement la possibilité d'une récidive. Depuis 10 ans, Kevin Mounier était au chômage et passait son temps à fumer du cannabis. L'avocat général soulignera son incapacité totale à communiquer. Lui-même parle de rupture avec ses amis, de son enfermement. Jamais il ne mettra sa famille en cause. Sa famille dans laquelle l'alcoolisme prédominait. Même si la culpabilité est établie sans discussion et reconnue par l'accusé, ce qui est important, c'est ce qui va conditionner son acte. Sans aucun doute, un isolement important pendant des années, une éducation familiale qui est sujette à caution et la présence de cannabis importante dans les derniers instants de sa vie, avant le crime. Et c'est vrai que le cannabis a joué un rôle déterminant. Selon l'avocat général, Kevin Mounier ne voulait pas s'expliquer avec son voisin comme il le prétend. Il a pris un premier couteau trop peu aiguisé et donc un deuxième couteau. Les couteaux n'ont pas servi à impressionner ce voisin bruyant. Kevin Mounier avait face à lui une personne sans défense. Il s'est acharné et ne lui a donné aucune chance. L'avocat général parle de mort absurde, gratuite. Elle parle bien de meurtre et a requis 15 ans de réclusion criminelle. La victime, Chakrina Abdallah, poursuivait ses études de comptabilité à Tours. Ce jour-là, il faisait des travaux dans sa chambre avant de retrouver sa petite amie. Ensemble, ils avaient un projet, s'installer et avoir un enfant. Chakrina Abdallah avait 23 ans. Autre affaire qui pourrait prendre une tournure judiciaire si les faits étaient avérés, mais pour l'heure, on en est très loin. Toujours est-il que la menace d'un match truqué a plané vendredi soir sur la rencontre footballistique entre Tours et Sochaux. La Française des Jeux ayant remarqué un nombre anormalement élevé de paris sur ce match. C'est ce que révèle la Nouvelle République dans son édition d'aujourd'hui. Les explications, Thomas Blanc. Les 5000 supporters présents vendredi soir au stade n'étaient pas les seuls à suivre Tours contre Sochaux. La Française des Jeux était aussi aux aguets. En cause, des paris sportifs anormalement élevés prévoyant une victoire du club visiteur. Tenu informé par l'entraîneur sochalien, Olivier Pantaloni a souhaité préserver ses joueurs en conservant l'information. Non, on n'a pas été informés du tout. Nous, on est les acteurs. Nous, on prépare notre match, on est professionnels. C'est le terrain et puis ce qui se passe en dehors, on ne maîtrise pas.
Suite au pénalty litigieux concédé par Fousseni Diawara, le président du club Jean-Marc Ettori s'est montré furieux contre le corps arbitral, mais pas seulement. Selon lui, cette surveillance accrue porte préjudice à l'image de son club. Côté observateur, on relativise les faits. Franchement, sur ce match-là, moi, vous me demandez avant si je dois parier sur une des deux. En étant un peu joueur, je parie peut-être sur Sochaux parce que je sais que Tours, c'est son troisième match de la semaine qui a un effectif restreint et que Tours n'est pas bien. En attendant une possible enquête de l'Argel, on se souvient que le Tour Grenoble d'avril 2011 avait fait couler beaucoup d'encre. La situation était cependant tout autre. Bien qu'à l'issue du match, les parieurs aient remporté leur mise, au vu de la piètre prestation des deux équipes et de l'avancement du championnat, rien ne laisse présager d'un possible match truqué. Affaire à suivre. Avant de refermer cette édition, on va prendre la direction du nouvel Olympia à Tours. Ce soir, grande première qui inaugure la saison culturelle. Le directeur du théâtre, Jacques Vincet, présente sa nouvelle création, Yvonne, princesse de Bourgogne. Première pièce jouée au nouvel Olympia sous la direction de Jacques Vincet. Une pièce, vous allez le voir, qui joue avec le public et c'est à voir jusqu'au 11 octobre. Anaïs Michaud. Mademoiselle. Apathique, empotée, ennuyeuse, anémique, timide, apeurée. Les adjectifs qualifiant Yvonne sont loin d'être engageants. Yvonne, c'est le grain de sable qui vient contrarier le mouvement des rouages bien huilés de la cour d'un pays imaginaire. Elle, qui ne rentre dans aucune case, vient révéler le théâtre que se jouent les personnages de la cour. Si la pièce date de 1938, Jacques Vincet a choisi de la mettre en scène de façon contemporaine, puisqu'elle fait largement écho à notre époque. On est saturé de télé-réalité, de cette vérité qui se donne, enfin ou plutôt de ce faux qui se donne pour du vrai. Et donc voilà, ça m'intéressait de la faire, cette pièce qui a presque un siècle, de la faire percuter notre réalité absolument contemporaine et qu'on partage tous. Pas facile d'incarner avec justesse un personnage quasi muet, qui se définit toujours en creux et s'apparente à de l'antithéâtre. Comme il n'y avait pas l'abri d'une espèce de carapace, d'un costume ou d'un maquillage très fort qui ferait que dès le début on a une couleur nette. Du coup ça s'est construit vraiment par petites touches. Finalement, Yvonne est normale, insignifiante. Elle dérange par son mutisme les autres personnages qui, eux, se sentent obligés de combler le vide. Elle agace le public aussi par sa mollesse et son orgueil. J'essaye que les gens se sentent directement impliqués, partie prenante de cette histoire, et non pas qu'ils regardent un spectacle avec un quatrième mur, un beau décor, eux bien tranquilles, mais que sans cesse ils soient ressollicités pour participer, pour jouer avec nous, parce que ça ne parle que de jeu en fait, avec toute la légèreté de ça, et aussi parfois la gravité de ça. Donc voilà, je souhaitais que le spectateur ne soit pas tout à fait tranquille. Refuser d'applaudir et bafouer ainsi les codes sociaux serait presque un hommage à cette pièce qui nous met du poil à gratter dans le t-shirt. Pourtant, difficile de bouder son plaisir. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, nous parlons du référencement sur Internet des contenus journalistiques qui posent quelques problèmes à la profession. Nous recevons le directeur de l'école publique de journalisme de Tours. A tout de suite.